plusieurs années de recherche, nous sommes parvenus à une collecte de documents assez solides qui nous ont permis quand même de hausser un peu le ton vis-à-vis des autorités concernées. Et c'est ainsi que nous avons été reçus le 19 mars dernier par le ministre de tutelle, Augustin Tine, qui nous a fait également l'honneur de nous recevoir une deuxième fois pour un complément d'information. Et nous estimons qu'il compte donner à ce dossier toute l'importance qu'il mérite dans la mesure où nous avons été reçus en présence des hauts gradés de l'armée, parce qu'au côté du ministre des Forces armées, il y avait le colonel Birame Diouf, son chef de cabinet militaire. Il y avait également son directeur de cabinet civil, Samba Diouf. C'était en présence également du directeur de la législation, le colonel Wagan Faye, et en présence du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministre des Forces armées, le colonel Babou Faye. Et naturellement, pendant près d'une heure d'horloge, nous lui avons fait le tour d'horizon de ce dossier dont il ignorait les tenants et aboutissants pour la bonne et simple raison que ce régime n'était pas là au moment où se produisait le drame du Golfe. Nous avons été par la suite reçus, il y a à peu près 3 semaines, sur instruction du président de la République, par son directeur de cabinet, Maître Oumar Youm. Pendant plus d'une demi-heure, nous avons fait le tour du dossier également, en prenant soin naturellement au moment de prendre congé de cette autorité, de lui remettre des copies destinées au chef de l'État. Et bien entendu, vous vous êtes rendu compte que nous avons impliqué les autorités religieuses, à commencer par le khalife Seigne Muntaha, qui m'a fait l'honneur de me recevoir en compagnie du secrétaire général adjoint Abdoulaye Diouf à ma gauche le 10 juin dernier à Touba. Lui également, il a été choqué, il a été exaspéré d'apprendre que depuis 27 ans, on fait courir à des djambars, à des soldats qui ont versé leur sang sur la terre sainte de l'islam, mais également pour défendre l'honneur et le drapeau national, et qui, depuis 27 ans, courent depuis l'heure due. Voilà, en gros, les démarches qui ont été effectuées. Leur base de cantonnement, que l'avion, au moment d'atterrir sur la base aéronavale de Metz, réchappe, que le drame s'est produit. Il y a beaucoup de versions issues de l'enquête aussi bien sénégalaise que saoudienne. On parle de mauvaise visibilité, on parle d'erreur humaine, mais toujours est-il que l'avion a craché et le réservoir a percuté le tarmac, suivi d'une explosion immédiate qui a occasionné la mort subite de 95 soldats sénégalais avec 6 membres de l'équipage saoudien. C'était le jeudi 21 mars 1991 à 4h40 du matin. Les 2 blessés les plus gravement atteints, particulièrement le capitaine Mousseyes Dia et le soldat de première classe Mohamed Lamine Dramé, ont malheureusement succombé à leur grave brûlure au moment de leur évacuation sanitaire, ce qui porte le bilan à 93 morts, tous des Sénégalais. Naturellement, les 2 pays avaient mis les bouchées doubles. Donc il y a eu des obsèques parce qu'ils ont été enterrés là-bas sur place. Obsèques qui ont été l'occasion d'ériger un mémorial à la mémoire des victimes. Et à l'occasion de ces obsèques, le gouvernement sénégalais s'était fait représenter par le défunt ministre des Forces armées, Medoune Fall, qui était accompagné du chef d'état-major des Forces armées de l'époque, le général Mansour Seck. Ils ont été accueillis par le prince héritier Khaled, qui pendant le conflit était le commandant en chef des forces musulmanes alliées. Donc après les obsèques,
le prince Khaled, le commandant en chef des forces musulmanes alliées, est venu présenter les condoléances du gouvernement saoudien au gouvernement du Sénégal. Et en venant présenter ses condoléances, il n'est pas venu les mains vides. Nous le disons très clairement. C'est le prince Khaled, envoyé par le gouvernement saoudien en sa qualité de commandant en chef des forces musulmanes alliées. Ensuite, il est reparti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines après, l'état-major a convoqué les 402 survivants, mais également les veuves et les orphelins des 93 militaires défunts. Et tenez-vous bien, pour leur dire quoi? Eh bien, l'Arabie Saoudite remet à chaque blessé, à chaque survivant, la somme de 1 million. Et à chaque famille de soldats disparus, la somme de 1 042 000. Autrement dit, la vie du soldat coûte 42 000 francs. Voilà ce que l'état-major sénégalais a fait. Il est évident que ça avait choqué tout le monde parce qu'on savait que c'était cousu de fil blanc. Et j'ai dit à mes différents interlocuteurs, notamment le ministre des Forces armées, notamment le directeur de cabinet du président Macky Sall, qui gère ce dossier au niveau de la présidence, que ce qui prouve que cet acte est sombre et ténébreux, c'est que nos recherches nous ont permis de découvrir que cette somme qui leur avait été remise, je rappelle bien, 1 million par survivant et 1 042 000 par famille de défunts, ces sommes l'étaient à titre de HLP. C'est l'abréviation de Home Leave Per Diem, que tout le monde connaît dans le langage, dans le jargon technique onusien. Effectivement, chaque fois qu'il y a des contingents militaires qui interviennent dans un pays tiers comme force d'interposition de maintien de la paix, si la campagne militaire doit durer plus de 6 mois, pour des raisons humanitaires, on permet aux soldats, au bout de 3 mois, de suspendre la campagne, mais c'est à tour de rôle, hein, parce qu'il y avait 34 pays qui avaient envoyé des contingents. Ils ne pouvaient pas tous partir. Donc, au bout de 3 mois, à tour de rôle, on permet aux contingents de prendre un petit congé. Home Leave Per Diem, donc congé familial. Pourquoi Per Diem? Parce qu'à l'occasion de ce congé, on leur alloue une petite somme. C'est cette somme-là qui leur a été remise. Et que de manière injuste et de manière bizarre, on a voulu assimiler à une indemnité de guerre. Ce n'est pas une indemnité de guerre, c'est un congé. Voilà ce qui explique, et je l'ai bien dit au directeur de cabinet du président Macky Sall et au ministre des Forces armées. Voilà ce qui explique l'incongruité et le caractère bizarre de ce dilatoire qui a traîné pendant 27 ans maintenant. Effectivement, chaque fois qu'un régime passe et que les militaires se lèvent parce que leur collectif continue toujours à nourrir de légitimes espoirs de rentrer dans leur fonds, c'est cet argument-là qu'on leur sert. Vous avez été payés. C'est ce qu'on leur a dit dans le régime du président Abdou Diouf. C'est ce qu'on leur a répété. C'est ce qu'on leur a répété dans le régime du président Abdoulaye Wade par la bouche du ministre des Forces armées Youba Sambou. C'est ce qu'on leur a répété dans le gouvernement de Macky Sall par la bouche du ministre des Forces armées, M. Augustin Tine. On vous a déjà payé. Et naturellement, il commence à laisser tomber cet argument fallacieux par terre parce que nous l'avons démontré. Et l'avocat maître Augustin Tine va entrer dans des détails plus édifiants. Nous leur avons démontré que ce n'est pas une indemnité de guerre, mais plutôt un Home Leave Per Diem. Et la deuxième preuve, le deuxième élément qui prouve que c'est faux, que cet argent n'est pas une indemnité, mais c'est un congé qu'on a voulu injustement assimiler à une indemnité de guerre, ce qui le prouve. Et vous, de la presse, vous vous en étiez fait l'écho. Il y a eu un drame récent, le 11 septembre 2015. À l'occasion des travaux d'extension de la mosquée qui entoure la Kaaba,
il y a la grande grue qui est tombée accidentellement et qui a percuté les dalles pesant des centaines de kilos, lesquelles dalles se sont affaissées sur des centaines de pèlerins qui étaient là en train de prier. Il y a eu 107 morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai dit aux autorités que ce n'est pas un point de vue des avocats ou des Jamra, mais c'est la SPA, Saoudia Presse Agency, qui est l'équivalent de l'agence de presse sénégalaise ici. Donc c'est l'organe gouvernemental du gouvernement saoudien. Donc, cet organe a dit qu'après cet accident, le gouvernement saoudien s'est réuni et s'est dit que, par dignité, il ne peut pas se permettre de regarder cette situation sans réagir. Il est vrai que ces pèlerins étaient venus en Terre Sainte de leur propre chef, de leur propre initiative, mais quand même l'Arabie Saoudite a dit, par dignité et par solidarité religieuse, il faut que le gouvernement fasse un geste. Et effectivement, joignant l'acte à la parole, les Saoudiens ont décaissé par blessé pour cet accident-là 500 000 rials, c'est l'équivalent de 70 millions de nos francs. Et par mort, 1 million de rials, c'est-à-dire 140 millions de francs CFA. Je connais personnellement un journaliste indonésien qui n'a eu qu'un bras cassé lors de l'affaissement de ses dalles et qui a reçu au même titre que les blessés graves 500 000 rials, c'est-à-dire 70 millions de francs CFA. Un simple bras cassé. Alors d'ailleurs, ce n'était même pas un bras cassé, c'était une luxation de la circulation, de l'articulation. Alors j'ai dit donc au directeur de cabinet du président Macky Sall, voilà ce que l'Arabie Saoudite a fait pour des gens qui étaient venus en tourisme religieux. Parce que là, Umrah ne fait pas partie des piliers de l'islam. Ils étaient venus en tourisme religieux. Et malgré tout, l'Arabie Saoudite s'est montrée à la hauteur de ses proclamations comme étant le porte-drapeau de la Oumma islamique en concédant 710 millions par blessé de cet accident et 140 millions par mort. Alors comment l'Arabie Saoudite peut faire ça pour des gens qui étaient de passage? Alors que les Djambars, c'est l'Arabie Saoudite qui les a appelés en leur disant « Venez me secourir, Saddam Hussein veut prendre mes puits de pétrole et souiller les lieux saints de l'islam. » Certains sont blessés, 93 sont morts. Et on veut nous faire croire que l'Arabie Saoudite a donné 1 million aux survivants et 1,42 million aux morts. C'est scandaleux. Il faut que nous ayons un khalis bidougou. Et nous avons des preuves. Les preuves, c'est que il n'y a pas eu que l'indemnisation de l'Arabie Saoudite. Parce que l'appétit vient en mangeant. Quand on est gourmand, on ne peut pas se contrôler. Il y a eu une deuxième indemnisation. Et là, je vous donne des éléments de recherche qui vous permettront de recouper les informations que nous sommes en train de vous donner et que Maître Abdoulaye Tine vous livrera avec beaucoup plus de détails. La deuxième forme d'indemnisation, c'est qu'à la fin de la guerre, lorsque Saddam Hussein a été vaincu, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni. Et il y a eu la résolution 1483. Retenez bien cette résolution du Conseil de sécurité 1483 qui a institué un système d'embargo après avoir demandé en vain à Saddam Hussein de réparer les dommages collatéraux, parce que les Nations Unies lui ont dit non seulement vous avez causé du tort au pays que vous vouliez injustement annexer, c'est-à-dire le Koweït, mais les bombes non conventionnelles, parce qu'il utilisait des bombes chimiques à fragmentation, ont causé des dégâts au niveau de centaines d'hectares de culture. Vous avez détruit des quantités de champs de blé, de maïs, vous avez détruit des usines, vous avez tué des soldats qui étaient venus nous aider, et les Nations Unies lui ont dit il faut réparer. Saddam leur a dit mon budget de guerre a complètement épuisé nos ressources. Et les Nations Unies lui ont dit bon d'accord, on a une solution, nous allons bloquer les frontières irakiennes. Aucun grain de maïs, aucun grain de blé n'entrera dans le territoire irakien tant que
vous, Saddam Hussein, vous n'avez pas réparé. Alors, lorsque la pression s'est intensifiée, Saddam avait un peu baissé la garde. Et l'Organisation des Nations Unies, à travers la résolution 1443, a institué un système qui lui a permis de lui soutirer de l'argent. Alors, on lui a dit, si vous voulez qu'on ouvre les frontières et qu'on laisse entrer de la nourriture, vous allez nous payer en pétrole. Et Saddam était d'accord. Donc c'est ça la substance de la résolution 1483, intitulée « Système d'embargo pétrole contre nourriture ». Et chaque fois que des tonnes de blé, des tonnes de maïs devaient entrer en Irak, Saddam Hussein payait en pétrole. Notez bien, ce pétrole a été vendu par qui? Par la CINU, sur mandat de l'ONU, la Commission d'indemnisation des Nations Unies. Et cette vente du pétrole a permis de collecter pas moins de 500 milliards de francs CFA qui ont été distribués au contingent, sauf le contingent. Le contingent sénégalais n'a rien vu. Voilà donc deux types d'indemnisation dont les soldats sénégalais n'ont pas vu la couleur de l'argent. Nous avons 1 million alors que c'est un congé. Alors voilà donc en substance le scandale qui a duré pendant 3 régimes. Et s'il a duré, je vous le répète encore, c'est parce qu'on a insisté pour leur faire comprendre que vous êtes payés alors qu'il s'agissait de congés. Nous rendons grâce à Dieu que le régime du président Macky Sall a commencé à ouvrir les yeux et à comprendre effectivement qu'on ne saurait assimiler ce home leave per diem, donc une indemnité de congé, à une indemnité de guerre. La question est de savoir où est l'argent alors. Et nous leur avons donné des pistes. Nous avons fait des recherches. Maître Augustin Tine également vient récemment de voyage. Pardon, j'ai dit Augustin Tine, c'est vrai, c'est le ministre des Forces armées, je m'excuse. Ouais, alors, Maître Abdoulaye Tine revient récemment de voyage. Il a fait ce que vous appelez un excellent travail de recherche documentaire. Il va vous en parler. Mais ce que je peux vous donner en avant-première, c'est que les recherches nous ont permis de découvrir qu'effectivement, les djambars français, si vous permettez que je les caricature ainsi, parce qu'ils faisaient également partie de la mission. Je rappelle qu'il y avait 34 pays, Côte d'Ivoire, Tunisie, France, États-Unis, etc. Donc les djambars français ont vécu le même calvaire, mais pas de manière aussi douloureuse. Parce qu'effectivement, à leur retour de guerre, pendant quelques années, voilà, ils n'ont rien reçu. Et ils se sont organisés comme nos djambars. Ils ont constitué une organisation qui a saisi les organisations de droits de l'homme, etc. Il y a eu des va-et-vient, etc. Alors, au bout du compte, ce n'est qu'en 2010, sous le magistère du président Sarkozy, que le Premier ministre de l'époque, François Fillon, après avoir donné des instructions fermes au ministre des Finances, on puisse se rendre compte que l'argent que l'Organisation des Nations Unies avait versé à la France a été logé de manière incompréhensible dans un des comptes du Trésor public français.